Bonjour, chers auditeurs de l'IDL Média. Normalement, on aurait dû faire cette réunion que vous allez voir directement à Chartres, mais compte tenu du fait que plus personne ne me bougeait et que nous sommes tous assignés à résidence, on le fait par l'intermédiaire des réseaux, par Skype. Donc je demande pardon aux gens parce qu'en général, ils n'aiment pas beaucoup le Skype, mais c'est comme ça. Nécessité fait loi, comme on dit. Donc ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui, c'est un petit peu le sort de ceux qui sont indépendants en France et grosso modo beaucoup des commerçants. On a déjà parlé à des artisans, etc. Mais aujourd'hui, c'est des commerçants et des commerçants qui sont dans une position d'habitude confortable, dans une ville de grand tourisme comme les Chartres, puisque tout se passe à Chartres. Et je voudrais discuter avec vous exactement de la façon dont vous percevez la façon dont vous êtes traité, grosso modo. Parce que vous êtes indépendant, par définition, vous demandez assez peu à la communauté, vous donnez beaucoup à la communauté, et puis là, vous êtes un petit peu martyrisé. Donc, pour m'aider dans cette interrogation qui arrive, je me suis fait accompagner par un juriste qui va se présenter, parce que, à mon avis, quand même, ce qui est en train de se passer est extrêmement important juridiquement. C'est-à-dire que nous avons des droits constitutionnels depuis très longtemps, qui sont les droits de réunion, les droits de manifestation à l'extérieur, la liberté du commerce, et bien d'autres encore. Et tous ces droits, d'un seul coup, nous ont été supprimés. Nous sommes devenus comme des moutons qu'on amène à l'abattoir, nous n'avons plus aucun recours juridique. La liberté du commerce est bafouée, et puis, au nom d'une liberté, au nom du droit à la santé, ou d'une exigence à la santé, qui n'est nulle part dans la Constitution. Ce qui est quand même un peu étonnant. Le gouvernement s'arroge de nous coller en tôle, littéralement, mais je ne comprends pas très bien sur quel texte il s'appuie pour prendre ces décisions. Donc, je suis un peu étonné aussi du silence de la classe juridique en France. Il me semble qu'il y a un petit... Pas toutes. Pas toutes. C'est justement... Mon voisin qui va maintenant se présenter a déposé un certain nombre de référés devant le Conseil d'État. Il a été débouté tout de suite parce que vous savez qu'il y a le droit de l'État qui est très différent de l'État de droit. Moi, j'aimerais qu'on vive dans un État de droit, mais en France, on vit plutôt avec le droit de l'État, c'est-à-dire que l'État est tout puissant, puis on n'a qu'à la fermer. Donc, je vais laisser maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Mercier, je suis avocat au barreau de Paris et je suis également un des cofondateurs du Cercle Droit Liberté, qui est une association qui vise à défendre les libertés publiques et à les promouvoir. Et donc, c'est pour ça que je suis invité aujourd'hui par Charles Gave. Merci de cette invitation. Donc, donc on va essayer de... Nous, on sera les questionneurs. Et vous allez nous expliquer ce qui se passe. Alors, je vais vous demander de vous présenter les uns après les autres, de façon à ce que les auditeurs comprennent un peu qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Madame ? Bonjour, bonjour Charles, bonjour Thibaut. On est content de vous accueillir ici au Grand Monarque dans un bel écrin tout vide. Donc, on est hôtelier-restaurateur à Chartres. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir différents profils en fait du visage commerçant chartrain. Donc on a Juliette Pichot qui est commerçante à Chartres aussi et également double casquette avec la présidence de l'Union des commerçants, les vitrines de Chartres. Voilà, donc un double travail, beaucoup de témoignages à apporter, beaucoup de demandes, beaucoup de questionnements. Et on a aussi besoin d'une voix unique pour fédérer et nous rendre les libertés d'expression. Nous avons Joël Billard qui est maire de Bonneval, qui a pris cet arrêté comme beaucoup d'autres maires en France, l'un des premiers, le deuxième je crois, Joël, voilà, à militer pour la protection du centre-ville, la protection des commerces de proximité pour lesquels en fait il y avait beaucoup d'actions qui ont été mises en place et mises en route, qui se trouvent totalement jugulées et complètement divisées, parce qu'en plus de ça, il y a des commerces qui ont le droit d'ouvrir, d'autres pas. Donc en fait, ça tente à mettre en lumière beaucoup d'inégalités et de disparités qui sont très difficiles à vivre.
Et nous avons Alexia Lefebvre qui est commerçante également à Chartres, nouvelle commerçante depuis moins d'1 an en fait. Et donc il y a aussi pas mal de témoignages à nous apporter dans ce marasme de lois, de décrets, d'arrêtés qui ne font que nous embrouiller l'esprit. Ben, monsieur le maire, je voulais vous dire qu'une fois de plus, on se rend compte que la liberté commence dans la commune. Hein. J'ai l'impression que, comme toujours, la liberté commence dans la commune. C'est toujours là, c'est là que la liberté a commencé en Europe, au XIIe siècle, et on se rend compte que c'est là qu'elle recommence à nouveau, si j'ose dire. Bien sûr. Moi, ce qui m'a vraiment poussé à prendre cet arrêté, alors je précise bien que ce n'est pas un arrêté politique, comme on a pu essayer de me faire dire. Tout simplement, c'est parce que c'est un souci d'équité. Hein. Souci d'équité, traitement inégalitaire en fonction des commerçants. Nous avons la chance d'avoir un commerce centre-ville qui marche bien. Nous avons des commerçants qui ont, après la première vague de confinement, ont fait des investissements nécessaires pour faire respecter les gestes sanitaires. Parce qu'on essaye de nous dire qu'on est des irresponsables parce que derrière, il y a le Covid. Je suis désolé, ces commerçants ont fait tout le nécessaire pour arriver à faire ce qu'il fallait pour endiguer ce virus. Et aujourd'hui, ils sont pénalisés. Et encore une fois, on a un traitement inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y a certains commerçants qui peuvent ouvrir, d'autres qui ne peuvent pas. Et alors, avec la déclaration du Premier ministre, là, on est dans le flou artistique le plus complet. On ne sait plus qui peut faire quoi. Et puis, on pousse les gens vers, maintenant, tout ce qui est vente par correspondance. Donc, vraiment, c'est dramatique pour les centres-villes. Et quand vous êtes maire d'une commune comme Bonneval, le plus beau comité des fêtes qu'on peut avoir, c'est nos commerçants. On n'a qu'à passer avant 9h du matin et après 19h le soir, la ville n'est pas la même. Donc on est très, très attaché à ce commerce et où les gestes sanitaires sont vraiment très respectés. Je disais dans mes propos, pas dans mon arrêté, mais dans mes propos, que une fois de plus, je pense qu'on a affaire à une décision parisianisme qui n'est pas venu voir sur le terrain comment ça se passait. Mais ils ne viennent jamais sur le terrain parce qu'ils ne sont pas élus du terrain, si j'ose dire. C'est ça leur problème. Maître, je vais vous poser la question dès le départ. C'est quel recours juridique nos amis ici présents peuvent-ils avoir contre ce qui m'apparaît comme des décisions tyranniques, en quelque sorte? Alors le recours juridique, c'est d'attaquer la décision de l'État, attaquer le décret directement. Mais devant les tribunaux de l'État. Devant les tribunaux de l'État, bien sûr, oui, le Conseil d'État. On est qui est à la fois le conseiller de l'État, mais aussi normalement le juge de ses décisions, donc il est censé être impartial. Oui. Évidemment, c'est toujours un peu politique, et surtout dans des périodes très difficiles, on voit assez mal comment le juge pourrait déjuger l'État, surtout vu la communication assez anxiogène qui a été faite depuis des mois sur le Covid. Quel juge oserait prendre la décision de dire que le couvre-feu, la fermeture des commerces ou le confinement est illégal? C'est pas pour ça qu'il faut pas se battre. Il est toujours possible d'aller devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État s'est quand même prononcé maintes fois contre l'État sur des décisions assez politiques, donc c'est toujours possible. Je pense que donc ça c'est pour le recours juridique. Alors, le fait de faire des arrêtés municipaux, c'est très politique, c'est très bien, ça permet de montrer qu'il y a une grogne. Malheureusement, ils vont se faire retoquer, ils sont illégaux puisque le pouvoir du préfet est supérieur. Mais ça a permis, on a quand même vu qu'avec tous ces maires qui ont pris ces arrêtés, je pense à Migène, je pense à Perpignan, je pense à Salbris, Chalon-sur-Saône, Béziers, voilà. Et ça a permis de montrer qu'il y avait une grogne qui montait. Et aussi de créer un collectif, à mon avis, et maintenant on va pouvoir attaquer le décret. Il y a déjà des maires, par exemple celui d'Orange, qui est en train de travailler sur un décret pour attaquer, un recours pour attaquer le décret, pour permettre aux commerçants d'ouvrir. Et donc de faire respecter l'égalité et la liberté du commerce et de l'industrie également. Parce que, mesdames, monsieur, j'aimerais vous poser la question, à l'évidence, tout le monde n'est pas traité pareil. Il y en a certains qui sont plus égaux que les autres, non ? Madame, vous n'avez pas l'impression qu'il y en a qui sont plus égaux que les autres, que certains peuvent passer, je sais pas, Amazon par exemple, ils sont pas très gênés, quoi.
Ils ne sont pas du tout gênés, bien au contraire, ils vont se tirer une révérence extraordinaire à ce confinement et à cette non-équité d'ouverture et de fermeture qui n'est pas du tout gérable à l'heure actuelle. Joël, tout à l'heure, vous avez dit qu'aujourd'hui, les annonces de notre Premier ministre dégagent un flou artistique, mais c'est pire que pire, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, on a des commerçants qui sont fermés, des commerçants de décoration. Alexia est là pour témoigner. Elles vendent la décoration et à 200 mètres, on a une surface qui est importante sur une enseigne que je cite ou que je ne cite pas. Après tout, c'est Bouchara. C'est un de mes adhérents aux vitrines de Chartres. J'ai Bouchara en adhérent aux vitrines de Chartres. Je ne les incrimine pas. J'incrimine l'État de ne pas avoir de décision qui soit réellement justifiée sur un métier ou sur un autre. Bouchara a 800 mètres carrés de surface de vente, 800, 900, et un rayon mercerie qui donne la possibilité à Bouchara d'ouvrir sur un rayon mercerie qui fait 10 mètres carrés. Ça rime à rien, c'est totalement absurde, et des exemples comme ça, on en a des tonnes à vous donner. Surtout que le respect des mesures sanitaires est beaucoup plus contrôlé en fait dans les petits commerces. En fait, on peut réguler le flux, on peut faire rentrer 1, 2 ou 3 personnes maximum. On peut leur imposer le gel, on peut leur imposer le masque, alors que dans les grandes surfaces, en fait, il y a un tel flux, il y a une telle abondance de gens que finalement, il y a beaucoup plus de circulation. Enfin, c'est parfaitement incohérent par rapport aux mesures responsables et civiques qu'on devrait avoir. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a plus d'égalité devant la loi. Aucune égalité. C'est que des incohérences. Que des incohérences. Beaucoup d'inégalités. Pardon ? Beaucoup d'inégalités. Beaucoup d'inégalités. Et ça, c'est quand même... C'est très embêtant quand les gens ne respectent plus la loi. Vous savez, il y avait un grand philosophe au Moyen-Âge qui s'appelait saint Thomas d'Aquin, qui disait qu'à partir d'un certain moment de tyrannie, il était légitime de se révolter. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous sommes tous d'excellents citoyens, mais à partir du moment où l'État commence à être tyrannique et à ne plus agir en fonction de la volonté générale, mais en fonction d'intérêts auxquels personne ne comprend rien, la révolte devient légitime. Est-ce que vous croyez que, honnêtement, c'est pas du tout que je prêche la révolte, mais je dis, est-ce que vous pensez que nous nous rapprochons d'un moment où beaucoup de gens vont penser que la révolte est légitime? Parce qu'on avait déjà eu un petit peu ça avec les Gilets jaunes, mais c'est les Gilets jaunes puissance 10 cette fois-ci, non? On sent que la révolte, elle gronde, elle est là, elle est sous-jacente, on sent, c'est en pleine émulation. Sauf qu'aujourd'hui, il nous manque en fait une voix unique pour nous représenter, nous les commerçants. Alors on est tous mis dans le même sac, plus ou moins. D'ailleurs, je pense qu'on confond pas mal les activités, parce que nous, si je veux parler de moi, nous on est hôteliers-restaurateurs, donc on fait partie de cette activité un peu sacrifiée, et je le comprends en fait. Je comprends qu'on puisse vouloir condamner la convivialité en France pour juguler ce phénomène de groupe et d'attroupement. Mais en fait, il y a deux mesures. En fait, on peut contrôler ou juguler cette activité-là, mettre un couvre-feu, mais tous les commerçants, toute l'économie française, je trouve que c'est complètement aberrant. Tous les commerçants, ce n'est pas comparable en fait. Il faudrait qu'on arrive à prendre les cas un par un et indemniser peut-être mieux les hôteliers et restaurateurs qui sont et les patrons de discothèques, etc., qui sont là en train de mourir littéralement. Mieux les indemniser et permettre aux commerçants qui ont la possibilité de gérer ce flux de clients, cette population, et puis de mettre un couvre-feu effectivement pour que le soir on condamne un peu, c'est vrai, les jeunes qui se retrouvent en soirée, etc. Bon, ça, ce serait un peu plus intelligent comme procédé. Sauf qu'en fait, tout le monde le pense, mais en fait, on n'a pas de représentants qui rassemblent. On est tous séparés et individuels en fait dans nos confédérations, dans nos syndicats, etc. Et en fait, ça divise
Et on n'a pas une voie, alors qui serait peut-être la voie juridique, de se rassembler dans un collectif français de commerçants qui serait représenté par une voie juridique, en fait, et qui représenterait ce collectif pour faire un recours devant le Conseil d'État et faire peser, en fait, ces réflexions et ces incohérences. Aujourd'hui, c'est truffé d'incohérences. On n'a pas le droit du travail à domicile, mais on a le droit de faire venir un plombier, on a le droit de faire venir on a le droit de faire venir une femme de ménage, mais on n'a pas le droit de faire venir son coiffeur. Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Déjà, la loi, elle est complètement intelligible. Alors, pour que la loi soit appliquée, normalement, il faut qu'elle soit intelligible par tout le monde. Là, c'est très difficile. Il y a des exceptions partout, des flous. Donc, on ne sait pas pourquoi cette loi s'impose à nous. Ensuite, sur le côté, vous disiez que vous étiez un peu atomisé dans cette société. On n'arrive pas à trouver des gens pour nous aider, pour se mettre en collectif. C'est vrai que la situation actuelle n'y aide pas, puisqu'on est tous... on ne peut pas se réunir. On ne peut pas se réunir. On est assignés à résidence. Les réseaux sociaux nous aident, mais ça ne suffit pas. Et puis il y a une espèce de communication du gouvernement qui nous empêche de le faire. Déjà, il y a une sidération générale, on veut nous faire peur, c'est très anxiogène. Et puis en plus, il y a une culpabilisation du gouvernement qui nous prend pour des enfants et qui nous dit « Attention, si vous continuez avec votre liberté d'aller prendre des verres, de sortir, d'aller continuer à faire vos achats, vous allez mettre tout le monde à l'hôpital et vous allez avoir du sang sur les mains. » C'est un peu ce qu'on nous dit. Donc évidemment, il y a une espèce de chape de plomb politiquement correcte qui s'impose à nous et qui fait que même si les gens sont d'accord, se révoltent contre ces situations, ils n'osent pas le dire. Mais vous, maître, si par exemple, à la suite de cette réunion, les gens dans cette pièce décidaient d'essayer de créer un collectif, est-ce que vous accepteriez de les aider du point de vue juridique? Alors, de toute façon, on acceptera bien sûr de vous aider du point de vue juridique, et même avec le Cercle Droit et Liberté, on est actuellement en train de travailler sur un recours général contre le confinement. Et on est aussi avec d'autres avocats, d'autres confrères, on est en train de voir comment attaquer aussi d'autres décisions. Donc ça peut être à chaque fois quelle est la différence entre un commerce essentiel et non essentiel. Ça peut être aussi le masque pour les plus de 6 ans, parce qu'il y a eu beaucoup de mères de famille qui se sont insurgées contre cette décision. Donc il y a plein d'outils juridiques, il y a plein de recours qui peuvent être déposés, il faut en déposer un maximum. Nous on travaille dessus, mais évidemment que s'il y a un collectif qui se monte, on pourra trouver des avocats, on pourra faire des recours, on pourra faire aussi du bruit politiquement, parce que ce recours, il doit être appuyé médiatiquement, politiquement, pour que le juge se sente obligé de l'étudier en profondeur, et pas seulement en jetant d'un revers de la main, en nous disant c'est tout à fait valable ce qu'a fait le gouvernement, et on rejette votre recours. Mais je vais un petit peu en arrière, dans des temps très anciens. Vous avez peut-être vu la pièce où il y avait Antigone et Créon, vous savez. Le débat, c'était assez simple entre Antigone et Créon, c'est que le frère d'Antigone avait été tué par Créon, qui était, si je me souviens sont exact, un autre frère, et elle voulait l'enterrer, selon les lois naturelles, et son frère refusait Créon parce que lui, il était l'État qui peut imposer tout à tout le monde. Donc, si vous voulez... Aujourd'hui, on est littéralement, encore une fois, dans la lutte d'Antigone et de Créon, quoi. Vous avez Créon qui nous dit « je fais ça pour votre bien à tous », mais c'est pas vrai du tout. Il fait ça parce qu'il veut nous imposer une espèce de dictature en se servant du prétexte... Pour se protéger, lui, de son inaptitude Il dit « j'ai le droit de vous mettre en dictature parce qu'il faut empêcher des petits vieux de mourir ». Mais ils meurent pas, d'abord, pour commencer. Et ensuite... Je voudrais vous donner l'exemple de la Suède, puisque j'ai une grosse partie de ma famille en Suède. En Suède, ils ont dit, bon, ben écoutez, il n'y a que les vieux qui meurent, 84 ans, l'âge médian, c'est-à-dire que plus de la moitié des gens avaient plus de 84 ans qui sont morts en France. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire aux vieux, vous savez quoi, vous devriez rester chez vous. Ils étaient tous à la retraite. Donc, et les autres, vous faites bien ce que vous voulez, quoi. Vous essayez de vous maintenir à distance les uns des autres, mais on ne vous embête pas. Donc, ils n'ont rien fermé en Suède. Et aujourd'hui, ils ont 0 mort. Depuis une semaine. Alors que nous, on a foutu tout le monde, et les Suédois nous avaient prévenus, si vous fermez tout le monde, si vous fermez tout le monde pendant 3 mois ou 2 mois, ça ira très bien, ça va s'arrêter, mais dès qu'ils sortiront, ils vont réattraper la maladie, parce que c'est très contagieux ce truc-là. Donc, qu'est-ce que fait le confinement ne marche pas, ce que les Suédois nous avaient dit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous reconfinent. Donc, mais on repousse le problème. C'est de la définition de la folie d'Einstein, c'est de faire sans arrêt la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. Donc vous voyez, on est gouverné par, je ne sais pas si c'est des fous et des crétins, mais l'un n'exclut pas l'autre, quoi.
Cher maître, il va falloir vous mettre au boulot. Hein. Ouais, on a du pain sur la planche, ça c'est sûr. Que je voudrais parler à la jeune personne à droite, là, qui se trouve ressembler à une de mes nièces, d'ailleurs, qui m'amuse beaucoup, et pour vous demander, je vais vous dire, moi j'ai commencé dans ma carrière en 71-72, financière, et ça vous dit rien parce que vous étiez probablement pas né. Mais en 73-74, il y a eu des marchés baissiers, on en a pris plein la gueule, ça a été une crise épouvantable, c'était le prix du pétrole qui avait décuplé et tout, ça a été épouvantable. Donc je voulais vous féliciter parce que vous commencez au pire moment. Ce que je veux dire, ce que vous connaissez maintenant, ce sera sans doute la chose la plus dure dans votre vie, mais racontez-moi un petit peu comment vous le vivez. Pour l'instant, on essaie de rester positif, mine de rien, parce que accessoirement, j'ai 500 kilos de marchandises qui est arrivé, je pense, sur les 2 dernières semaines pour la fin d'année, que je vais installer en boutique, que je vais présenter comme je peux sur Instagram, etc. Mais à côté de ça, voilà, on veut pas sombrer dans l'inquiétude et puis surtout dans le fait qu'on a absolument aucune information. En plus, nous, en tant que repreneurs et créateurs d'entreprise, donc nous, on a racheté l'entreprise au mois de mai. Donc notre entreprise a été créée quelques semaines avant, au final. Donc voilà, on est vierge de tout. On ne sait rien, on verra. Mais bon, je pense à d'autres confrères et consoeurs qui ont pu ouvrir là au mois de septembre, pour nommer les petites canailles, par exemple, rue du Soleil d'Or. Voilà, qui fait du prêt-à-porter pour enfants, voilà, elle a ouvert en septembre. Et puis pour tous, on le sait, c'est au moins 30% de nos chiffres d'affaires la période de Noël, sur novembre-décembre. Moi, en tout cas, mais je crois que ça a été le cas pour beaucoup de secteurs, on a été confrontés à de gros problèmes de logistique et de production avec nos fournisseurs. Donc, j'ai pris des risques en prenant beaucoup de marchandises pour être sûr de l'avoir, en fait, pour être sûr d'avoir de quoi vendre. Il y a une très grosse pression également de la part des fournisseurs, et ça, on n'en parle que trop peu. La gestion de nos stocks et la reprise de nos stocks aujourd'hui, personne n'en parle. C'est excessivement problématique parce que les fournisseurs nous exercent une pression incroyable d'achat de stocks. Et aujourd'hui, on en fait quoi? Excuse-moi Alex, je t'ai coupé, mais voilà. Et pour des jeunes entreprises comme ça qui ont repris du stock de la boutique existante, puisque c'est une reprise d'entreprise qui s'est engagée sur l'achat de stock auprès de ses fournisseurs pour pouvoir faire toutes ses ventes et le chiffre d'affaires adéquat sur la fin de l'année, là on a une problématique dont personne ne parle, le stock des boutiques. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce stock, du fait de toutes les problématiques de logistique et d'approvisionnement, d'une part, on en a pris beaucoup, on l'a fait rentrer plus tôt, on va le payer plus tôt. Alors moi, j'ai déjà des commerciaux et des fournisseurs qui m'ont appelé hier en imaginant que voilà que ça allait être compliqué pour la fin d'année. Ils ont proposé voilà, ils vont essayer de négocier pour nous auprès des comptas diverses, voilà, chez chacun de leurs fournisseurs. Mais on sait pas. Et le click and collect, c'est très bien. Avoir un site internet, c'est très bien. Nous, on en a un qui est en cours, mais on a privilégié la boutique. Mais moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que la clientèle qui vient dans nos boutiques dans les centres-villes, et je pense que vous confirmerez aussi, c'est que elles veulent venir en boutique. Il y en a plein qui repèrent sur Internet, mais qui veulent venir en boutique, qui veulent voir. Et là, nous, on va faire quoi? On va se mettre à vendre sur Internet. Alors que c'est on est contre ça, nous, de base. C'est pas une question d'être que contre Amazon. C'est qu'on veut faire de la vraie vente en boutique, du conseil que les gens voient, touchent, se rendent compte. Et c'est ça qui fait vivre nos centres-villes. D'autant plus que, pour rappel, en 2017, le gouvernement nous a sorti le plan Action Cœur de Ville, plan gouvernemental de redynamisation des centres-villes. J'ai signé moi-même cette convention avec la mairie qui s'est engagée à nous aider, la préfecture, donc l'État. Et là, aujourd'hui, on nous impose strictement et rigoureusement l'inverse. On nous ferme, nous, commerçants de centre-ville, pour privilégier les grandes surfaces, alors que, en fait, on nous proposait tout l'inverse dans le plan Action Cœur de Ville. Et, pardon. Non, ce que je voudrais rajouter, et ce qui, moi, me frustre énormément, c'est qu'on est tous conditionnés à un code APE. Voilà. On est un numéro, on est un code APE. On est 4 chiffres et une lettre, tous. Voilà. Et il n'y a aucune prise en considération des réalités territoriales, en dehors des actions cœur de ville, etc. C'est que
Voilà, il y a pas cette prise de conscience territoriale des réalités sur le terrain, et c'est pour ça que oui, les maires, enfin moi j'admire que les maires montent au front justement avec les commerçants, parce que c'est eux qui connaissent. C'est notre rôle. On savait très bien, moi quand j'ai pris l'arrêté, en tant qu'ancien parlementaire, je savais très bien qu'il était illégal. Je savais très bien. Le but c'était quoi? C'était d'alerter. Alors moi j'ai pris l'arrêté, de mobiliser. Bon, j'ai la chance d'être président des maires d'Eure-et-Loir et j'ai transmis mon arrêté à l'AMF au niveau national. Et vous avez vu que Barouin et Léniel ont bougé. Le problème, c'est que ce gouvernement nous culpabilise avec l'aspect sanitaire. On a même Bruno Le Maire qui nous dit qu'on est des irresponsables. Ben moi, je considère que la personne la plus responsable, c'est pas moi, c'est lui qui est à Bercy et qui donne pas les moyens aux hôpitaux d'être efficaces. Et il a eu 6 mois. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps? Et il a eu 6 mois pour faire de nouveaux lits. Et ce que je n'ai jamais compris, peut-être vous pouvez me préciser ce point, monsieur le maire, mais apparemment, les cliniques du secteur privé étaient vides. Il semblerait que toutes les cliniques au premier confinement étaient vides, et il semblerait que là aussi il y a des places. Ne voulait pas envoyer de malades vers les trucs du secteur privé, ce qui est une histoire de fou. Donc on a des histoires de bagarres entre secteur public et secteur privé au moment où on a une pandémie en France. Mais ils sont fous, quoi. Je vais vous donner un autre exemple. Même pas été sollicités, hein. Il se trouve que je suis catholique. Bon, personne n'est parfait. Hein, bon. Donc je suis catholique. Je vais à la messe dimanche et le prêtre nous annonce en se marrant que on peut envoyer les enfants à l'école, dans les écoles catholiques, mais pas pour le catéchisme. Pas pour le catéchisme. C'est vous dire qu'il y a des incohérences dans les ministères qui ont passé un arrêté en disant on reçoit les enfants à l'école, mais pas s'ils vont au catéchisme. C'est une histoire de fou, quoi. Ils sont fous, quoi. Ça fait partie des incohérences flagrantes qui nous sautent au visage. Et dans ces incohérences, il y a aussi les inégalités de traitement en matière de soutien, hein, parce qu'on nous bassine et on nous berce d'illusions avec des soutiens en veux-tu, en voilà, mais en fait rien du tout, quoi. Il y a zéro soutien. Parlez-nous des soutiens. Pour nous. Parce que à la télévision, si vous voulez, j'ai entendu monsieur le maire hier dire que pas un commerce, pas une entreprise n'aura une chute de cash flow. Alors nous, on est obligé de tout financer, hein. Notre chute d'activité, elle est financée par nous. Les PGE, c'est quand même des emprunts que nous prenons, que nous allons devoir rembourser, hein. Donc c'est quand même du financement des prêts personnels, hein. C'est pas de l'argent qu'on nous donne. Hein, et en plus de ça, il y a quand même des taux d'intérêt dessus. Tout ce qui est... nous, on n'a pas le droit au soutien aux 10 000 euros ou 1 500 euros parce qu'on a plus de 50 salariés. Donc, en fait, on se demande là si on va devoir licencier, en fait, pour pouvoir atteindre des aides. Donc, plus on a de salariés, plus on soutient l'emploi, moins on est disposé à être aidé. Donc ça fait partie aussi des incohérences qu'il va falloir, à mon avis, remonter en juridique, hein, devant le recours au Conseil d'État. Tout ce qui est... Mais c'est une inégalité devant la loi, ça encore. Comment ? C'est une inégalité devant la loi, ça encore. Ça fait partie des inégalités et des paradoxes aussi qu'on énumère et qu'il faut absolument faire remonter, parce que on n'a même pas eu un masque gratuit, quoi. C'est tout est à financer. On nous dit vous avez l'aide du chômage partiel. Mais enfin, c'est pas une aide, le chômage partiel. D'abord, on demande aux entreprises de financer le chômage partiel, alors que tout le monde cotise au Pôle emploi, hein. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on cotise au Pôle emploi, on nous ferme nos établissements. Ils devraient avoir recours au chômage économique. Eh ben non, c'est les entreprises qui vont financer. C'est-à-dire qu'il faut payer des gens, des comptables, etc. pour faire quand même ces salaires, les financer et après, éventuellement, se faire rembourser. Et on se fait, en plus de ça, contrôler. Hein, nous, on a eu un contrôle. Voilà. Donc, non, mais bonjour, les bâtons dans les roues, c'est juste infernal. Nous, on reçoit 0 aide. On est obligé de tout financer. On se met en 4 pour faire de la vente à emporter, garder le lien avec nos clients, garder le moral des troupes, etc. On est plus de 100 ici. Je vous assure que c'est quand même pas pas facile, hein. Et je pense qu'ils se rendent pas compte du tout des conditions qui nous imposent. Monsieur le maire, vous avez été parlementaire, vous avez dit, je crois. Sénateur. Vous avez été parlementaire, oui.
Oui. Sénateur. 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 À votre avis, en tant qu'ancien homme politique, etc., qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que nous, on est tous en train de grogner, mais il faut toujours revenir à la réalité. Est-ce qu'il faut laisser ce genre de truc, ce genre de décision à l'échelle locale? Qu'est-ce que le gars à Paris connaît de la situation à Chartres? Je veux dire, c'est complètement idiot. Est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait être traité à l'échelle locale et ensuite ça va en faire monter la note à Paris? Mais le traitement local, il se fait localement et puis le coût, il va à Paris et puis on verra. Mais ça sera moins cher à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Localement, ça peut être compliqué aussi parce qu'on peut créer des différences. Ceci étant, il faudrait que nos hommes politiques viennent sur le terrain, nous écoutent, voir ce qui se passe. C'est des décisions qui sont prises par nos énarques parisiens qui savent pas ce que c'est un petit commerce. Donc, pour eux, ils se font livrer les courses chez eux, donc c'est pas leur problème. Donc, je pense que c'est là le problème. Localement, moi, ça me gênerait un peu parce que je crois qu'on crée encore des différences entre les secteurs. Mais c'est un manque d'écoute. Moi, j'avais espéré avec la fronde qui s'était faite là avec les maires et les commerçants, j'avais espéré avant le discours du Premier ministre qu'on aurait peut-être une ouverture, assouplir les ouvertures. Là, on a plutôt restreint les grandes distributions. Donc on a poussé les gens vers Amazon et compagnie. Moi, j'avais espéré que, parce que le débat va revenir, je pense, à l'Assemblée cette semaine. Moi, j'ai des députés qui m'ont appelé, j'espère qu'ils vont essayer de monter au créneau, mais quand on voit l'attitude de notre Premier ministre qui dit « on ne reviendra pas sur notre décision », c'est un peu de l'orgueil mal placé. On peut reconnaître qu'on a fait une erreur, c'est pas grave ça. Mais j'avoue que je n'y crois pas. Donc après, je pense que c'est les recours au Conseil d'État, le collectif. Il a eu les gilets jaunes. Moi, j'étais pas un fan de faire tout ça, mais peut-être qu'on fera des commerces rouges. Hein. Commerce rouge, c'est rouge en colère, ou alors c'est rouge parce qu'on est dans le rouge, malheureusement. Ou alors il faudrait que vous mettiez les bonnets rouges, comme en Bretagne. Vous savez, je crois que les Bretons, quand ils sont en colère, ils se mettent des bonnets rouges parce qu'il y avait une révolte au XVIIe siècle des bonnets rouges en Bretagne, ou je sais plus quoi, ça me rappelle vaguement quelque chose. Non, mais ce que vous dites est très important parce que vous n'êtes pas les premiers. Moi, je pense que c'est plutôt bonnet noir, parce que là, ça va être le deuil. J'ai interviewé des agriculteurs, j'ai interviewé des artisans, etc. Et ce qui ressort de toutes les discussions que j'ai eues avec tous ces gens-là, c'est un état sourd, autiste, incapable d'écouter. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont persuadés qu'ils ont la science infuse et qu'ils vont nous imposer... Un ego surdimensionné. Mais sans aucune discussion. Ils savent mieux. Ils savent mieux, quoi. C'est tout à fait extraordinaire, cette espèce de... Moi, je me suis heurté à ça toute ma vie. C'est-à-dire qu'on est devant des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de faire des règles, des règlements, des normes, des lois, des trucs, des machins. Et si ça empêche les autres de travailler, ben c'est tant pis pour les autres, quoi. Et là, ils ont décidé de vous fermer pour des raisons qui m'échappent, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ils sont pétrifiés de voir leur responsabilité pénale engagée. Ils sont conformistes parce qu'il y a une sidération générale avec une peur générale partout en Europe. Donc si le voisin confine, on est obligé de confiner. Vous voyez là, le Royaume-Uni a confiné, l'Allemagne a confiné. Donc si la France ne confine pas, on va dire que c'est les mauvais élèves de l'Europe. Et après, on va leur dire qu'ils ont du sang sur les mains. Donc ils préfèrent, plutôt que d'engager leur responsabilité et prendre des risques, ils préfèrent appliquer un principe de précaution. Monsieur le maire, ouais. Vous parlez de l'Europe. Notre Premier ministre, dans son discours, a évoqué qu'il a dit « on fait comme l'ensemble des pays européens ». Je pourrais peut-être lui rappeler qu'il y a certains pays européens, je crois, qui ferment les grandes surfaces et qui ouvrent les petits commerces. J'allais y venir, effectivement. Il faudrait peut-être aller faire des vidéos dans les grandes surfaces pour montrer à notre gouvernement qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de risques d'attraper le Covid en grande surface parce qu'il n'y a aucune restriction et aucune distanciation, aucun geste sanitaire qui est réellement respecté. Là, les caddies ne sont pas du tout désinfectés. Il n'y a pas de comptage de personnes et de respect du nombre de personnes au mètre carré dans les grandes surfaces, etc. Il y a un moment, quand on a 200 mètres carrés de boutique comme la mienne, avec maximum 10 personnes à l'intérieur, donc, si vous faites le calcul, un large respect des mesures sanitaires, avec du gel hydroalcoolique, on ne va pas les doucher au gel hydroalcoolique non plus, la désinfection des vêtements en cabine d'essayage après chaque passage, et que je vois, et je me déplace que très rarement en grande surface, mais que je vois dans des grandes surfaces un flux de personnes
innombrables et aucun respect, aucun geste sanitaire respecté, je ne comprends pas. Faut m'excuser, mais moi ça me sidère, j'arrive pas à comprendre. C'est incohérent, c'est pas compréhensible. Je comprends pas. Au titre des incohérences, maire d'une commune, 2 écoles, primaire, maternelle. On ne peut pas ouvrir un restaurant parce que c'est dangereux, voyons. Mais dans les cantines de l'école, bon, il n'y a pas de danger. Il n'y a rien. On laisse les cantines. Ils sont jeunes, ouais. Ils ne peuvent pas avoir le Covid, mais par contre, ils peuvent peut-être l'emmener. Donc, c'est truffé d'incohérences. Je ne dis pas que c'est facile. Mais je pense qu'ils se mettent derrière le risque sanitaire pour pouvoir faire passer tout ça. Et ils veulent nous culpabiliser. Je suis désolé, on n'est pas des irresponsables. On sait très bien. Moi, je suis d'accord qu'il faille ouvrir nos commerces. Et le commerçant qui joue pas le jeu, par contre, là, il faut qu'il soit sanctionné. Oui. Et puis le client aussi. Là, il ne faut pas hésiter, parce qu'on n'a pas le droit de mettre en danger la vie des autres. Mais au bout d'un moment, là, comme vous dites, c'est des gens qui prennent des décisions et puis qui ne veulent pas revenir dessus. Je crois qu'ils pensent qu'ils ont la chance infuse, mais il faut qu'ils viennent nous voir. On a proposé la prise de rendez-vous en boutique pour recevoir dans la boutique le client, un par un, sur un créneau horaire. Alors, c'est pas grand-chose comme chiffre d'affaires qu'on va pouvoir faire avec cette prise de rendez-vous, mais c'est déjà ça. On attend toujours les réponses et je n'arrive pas à comprendre comment un gouvernement peut être sourd à une demande aussi minime, parce que on ne demande pas grand-chose, alors que dans des grandes surfaces, on est 1000 ou 2000 et ça pose pas de problème. L'exemple de madame m'intéresse. Bonneval, il a une zone d'activité ancienne, une nouvelle qui est en train de se remplir. Il y a une grande surface, Carrefour, puis d'autres magasins. Sur 7, il y en a 6 qui peuvent ouvrir. Celle qui ne peut pas ouvrir, elle a 200 mètres carrés, elle vend des canapés. En moyenne, 3 clients par jour. Elle n'a pas le droit d'ouvrir. Incompréhensible. 200 mètres carrés, 3-4 clients par jour, le geste sanitaire est respecté, mais à outrance, il y a le plexiglas, il y a tout, elle ne peut pas ouvrir. Donc ça va la mettre en difficulté. Non, on a l'impression que les décisions, elles ont été prises par-dessus la jambe, en 2 minutes, en fait, sans réfléchir, sans analyse. Donc on a été... Et en collaboration je pense avec les grandes surfaces. Oui, avec les lobbies... À la décharge du gouvernement, comme beaucoup de gouvernements, ces décisions sont pas prises par les élus. Je suis désolé, je l'ai vécu. C'est nos cabinets ministériels parisiens qui prennent des décisions et qui ne connaissent pas les problématiques du terrain. Et c'est ça qui est dramatique. C'est pas spécial, à mon avis, à l'espace Covid. Là, malheureusement, c'est sans arrêt. On est confronté à ce genre de... Si vous me permettez, vous allez dans un de mes sujets favoris. Donc, vous allez avoir droit à une remarque à laquelle vous ne pouvez pas échapper, parce que j'ai toujours soutenu, si vous voulez, que dans un pays, vous avez le peuple, nous, et puis la fonction administrative. Et la fonction administrative, c'est les gens qui sont chargés de faire les choses, qui se répètent et dans lesquelles il n'y a pas d'invention. Vous savez, il faut que ça tourne, c'est la machine administrative. Et puis vous avez la machine politique au-dessus, qui est là où on prend des décisions dans l'incertitude. Dans l'administration, il n'y a pas d'incertitude. Mais ce qui s'est passé depuis Giscard d'Estaing, c'est que le corps administratif a conquis le corps politique. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, monsieur le maire, mais vous voyez, J'ai compris. Ils nous ont conquis. Et il n'y a plus de corps politique. Et ces gars-là, comme ils détestent le risque, ils prennent des mesures pour se protéger, eux. Ils ne prennent pas des mesures pour nous protéger, nous, qui les mettraient en risque, eux. Ils sont comme des chefs de guerre qui seraient les derniers à sortir de la tranchée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Allez-y, les petits. Et puis moi, je reste bien... Et c'est ça qu'ils font. Donc tous ces gens-là n'ont qu'une idée, c'est de se protéger, eux, contre... Donc ils ne cherchent pas du tout le bien commun. Ils cherchent à protéger leurs fesses. Vous avez un exemple concret. Le plan de relance du gouvernement. Moi, je le salue. On met de l'argent pour relancer l'économie. Le plus gros ennemi du plan de relance du gouvernement, c'est les services de l'État. C'est eux qui vont nous freiner. Là, on a des sommes qui viennent d'arriver pour faire des investissements
Mais quand on doit répondre à la DREAL, à la DRIR, Bâtiments de France, aux fouilles archéologiques, je peux vous dire que vos dossiers, ils n'avancent pas. On a beau pousser, remuer ciel et terre, on a beau être ancien parlementaire, ça ne bouge pas. C'est eux-mêmes qui vont ralentir. Donc c'est bien la puissance administrative qui est très forte. Si vous voulez, je crois que la solution à tous nos problèmes politiques, ce serait d'interdire aux fonctionnaires de se présenter aux élections. C'est le cas en Suisse. Ou alors il faudrait, Allemagne, si je peux me permettre, en Angleterre, aux États-Unis, le fonctionnaire, il peut se présenter, mais il donne sa démission de la fonction publique pour toujours. Il peut jamais revenir. Et ça serait, à mon avis, ça nous ramènerait un corps politique de qualité. Aujourd'hui, 100% de notre corps politique est fonctionnaire. Donc, ils prennent des mesures pour protéger les fonctionnaires, c'est tout. Pas les commerçants. Ouais, enfin, avant ça, on a 2-3 trucs à faire. Et oui, revenons à notre collectif, c'est ça? Comment faire bouger juridiquement? Il faut qu'on prenne rendez-vous avec Thibault pour... Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est la seule solution. Pour mettre les choses factuelles, concrètes. C'est pas une mesure difficile à prendre, hein. On peut la faire passer par référendum demain matin. Dans toutes les grandes démocraties, le fonctionnaire est inéligible. Pour éviter cette capture de l'État par la fonction publique. Il faudrait qu'on fasse un référendum. Il y a qu'à Faucon. Ah ben, vous n'avez qu'à regarder. Alors, le référendum, il est fait. Il faut regarder les réseaux sociaux. Et vous êtes tranquille. Moi, je vois les réseaux sociaux. Pour une fois, tout le monde me dit que je suis bon. Alors, c'est formidable. J'apprécie quand même. Non, mais c'est vrai que non, les gens comprennent pas. Je suis dans tout ça depuis très longtemps et tout. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a 2 personnages qui sont haïs, mais haïs en France aujourd'hui. C'est le politique et c'est le journaliste. Ils sont haïs dans toute la France profonde. C'est extraordinaire. Le journaliste parisien et le politique parisien, ces 2 gars, on voudrait les amener place de grève et les écarteler tout de suite, quoi. Vous voyez, partout. Donc il y a quand même quelque chose qui ne marche pas dans notre pays, quoi. Qu'est-ce qui se passe pour que ces gens-là soient haïs comme ça? Il faut qu'on ferme l'ENA, je pense. Alors, une petite anecdote. Moi, je pense que tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait empêcher les fonctionnaires de se présenter. Moi, je pense naïvement qu'il faudrait que pour être parlementaire, être ministre, être président de la République, moi, je suis l'avis opposé de M. Macron. Il faudrait à tout prix que ces gens-là aient au moins fait un mandat d'élu municipal. Au moins un. Un stage sur le terrain. Au moins, même conseiller municipal, qu'ils en aient fait au moins un, d'avoir un petit peu les pieds dans la boue. De façon à voir ce qui se passe. Ça, c'est dramatique. Je dis pas que c'est pas des gens de qualité, mais ils ne connaissent pas. C'est comme dans l'armée, si j'ose dire. Vous pouvez pas être chef d'état-major des armées si à un moment ou à un autre vous n'avez pas commandé des soldats sous le feu. c'est comme ça, quoi. Il faut que le gars ait commandé sous le feu. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, je reviens toujours à la même chose qui me stupéfie avec toutes ces interviews que je fais, c'est à quel point, dans le fond, on a un État sourd et inattentif. Ils s'en foutent. Ils sont là, ils sont dans leur... Et on a un État qui est devenu aveugle, sourd, muet et content de lui. C'est très curieux. On a du boulot, hein. Mais ça nous aidera peut-être. Moi, je pense qu'il faut maintenir la pression. Maintenir la pression, un collectif commerçant, peut-être qu'il pourrait être, est-ce qu'il peut être que mixte avec des élus derrière? Parce que pourquoi nous on bouge? Parce que c'est vrai que les commerces ils font bouger, ils font vivre notre centre-ville. Ah bien sûr, c'est incroyable. Même en incluant des clients. Et en plus, accessoirement, c'est un peu de fiscalité aussi qui rentre dans la commune, donc faut pas non plus. Donc est-ce qu'on peut imaginer un collectif mixte commerçant élus? Ça donnerait de la pression, hein. D'ailleurs, les pétitions, elles sont mixtes. Hein, L'AMF, au niveau national, est montée au créneau. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Premier ministre a bougé un peu. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se contente de ce qu'il nous a déclaré. Là, il a fait une déclaration en étant plutôt
en marche arrière. Nous, on aurait préféré qu'ils n'embêtent pas les grandes surfaces, qu'on laisse comme ça se passe et que nos commerces puissent ouvrir en respectant les règles sanitaires. C'est assez simple, mais bon. En respectant et en contrôlant, en fait. Et en contrôlant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui ne respecte pas, faut pas le louper. Je disais tout à l'heure à notre voisin là, qui est caché, Bertrand, on ferme les bars, on peut pas aller au restaurant. Par contre, nous, on a un bar PMU, tabac, qui peut ouvrir. Ben, il peut vendre des cafés à emporter. Mais vous savez, à Paris, j'ai vu, il y a des magasins d'alimentation qui ont 2 ou 3... Il y a des magasins d'alimentation qui ont 2 ou 3 tables, et là, ils peuvent servir. mais le magasin d'alimentation qui a pas... Celui qui a que 3 tables et pas de magasin d'alimentation, il ne peut pas servir. Mais je vais vous dire un autre truc qui me stupéfie, c'est qu'ils ont dit quels sont les besoins essentiels dans la vie. Vous les avez regardés, les besoins essentiels ? Eh bien, pour moi, le besoin essentiel, si vous voulez, comme le disait le Christ, l'homme ne vit pas que de pain. Or, il nous parle que de pain. Mais moi, j'ai besoin de livres. Vous avez besoin de vous habiller. J'ai besoin de voir des gens. Tout ça, c'est des besoins essentiels. Qu'est-ce qu'ils ont à me brouter avec leur histoire de je vais bouffer, je vais rester, je vais pas mourir. Mais je m'en fous. Je m'en fous de pas mourir. Mon objectif dans la vie, c'est pas de pas mourir, c'est de vivre. Ce que je veux dire, c'est pas... Là, ils sont en train de nous présenter comme but ultime de la vie de ne pas mourir. Mais c'est horrible. Ils sont en train de nous diviser, surtout, et de semer le bazar. Mais en fait, au lieu de se diviser, il faut se rassembler, et il faut se battre, et il faut monter donc, il faut que vous preniez contact avec 6 recours supplémentaires. Mais surtout qu'on est tous... Demandez à Franck, il a tous les détails pour prendre contact avec nous. Et si vous avez besoin de nous à l'Institut des Libertés, on est bordélique, mais on travaille. On a besoin de vous, on va vous appeler tout de suite. On sera là pour vous aider. Vous demandez à Franck, il fait tout. C'est lui qui... il est derrière, lui. C'est lui avec le... C'est le jeune homme mince avec le maillot de rugby, là. Vous savez, c'est... Non, parce qu'il faut quand même commencer à... On est tous en train de grogner, mais il faut s'organiser, quoi. Non, mais il y a des sujets prépondérants, quand même. Absolument. Qui sont, Absolument. Le sujet prépondérant, c'est la liberté, mais laissez-nous bien tranquilles, surtout. C'est ça le sujet. Et l'égalité, en fait, d'avoir un bon équilibre dans tout, c'est la base. Parce que sinon, c'est le renversement, après. Hein. Ben évidemment. Ça va mal se terminer, tout ça. Alors, chaque citoyen est amené et à la possibilité, on ne le sait pas, l'État ne nous le dit pas évidemment, toutes les décisions prises par l'État sont attaquables, soit devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'État en fonction de la décision qui a été prise. Donc il ne faut pas hésiter à se regrouper en collectif pour faire monter, pour lever des fonds, pour contacter ensuite un avocat qui peut rédiger un recours. Ça coûte quelques milliers d'euros, c'est possible, et plus on multipliera ces recours, plus on aura de gros collectifs aussi, plus la qualité de ces recours sera possible, et plus on pourra faire pression sur le juge pour qu'il prenne enfin ses responsabilités, parce que le juge administratif, c'est le défenseur de nos libertés. Pour l'instant, il est un peu aux abonnés absents pour défendre nos libertés, il préfère défendre l'obligation juridique de la santé à tout prix. En tout cas, c'est possible, il faut se regrouper et contacter des avocats spécialisés là-dedans, qui peuvent rédiger des recours et déposer des recours devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État et gagner parfois, hein, ça a été fait à Toulouse par exemple, ils ont réussi avant le confinement à faire rouvrir les bars et les restaurants. Qu'est-ce qu'il faut comme statut administratif pour pouvoir présenter un recours? Il ne faut rien, vous pouvez être un simple requérant. À partir du moment où cette décision vous affecte soit en tant que commerçant, soit en tant que simple citoyen, par exemple le simple fait de ne pas pouvoir sortir de chez vous, ça affecte vos libertés. Donc vous avez la possibilité de faire un recours. Évidemment, si vous êtes un commerçant, vous avez encore plus de conséquences. Donc ça marchera encore plus, mais le simple citoyen peut faire un recours. Mais je crois, monsieur le maire, que vous avez raison. Il faut que ce recours des commerçants soit appuyé par des élus locaux de terrain. Oui. De façon à montrer que c'est dans le fond la France profonde et ses élus qui disent ça va pas du tout. C'est pas simplement les commerçants qui sont des gros richards et qui s'en remettent plein les fouilles tout et tout. Non, non, non. C'est la France profonde, c'est la France, oui. Je sais que vous en mettez plein les fouilles, pauvres. Mais je dis ça parce que c'est ce qu'on va vous opposer, que vous êtes contre la santé, que vous avez gagné trop d'argent de toute façon. Vous voyez, c'est la santé des autres. Donc c'est ce qu'on va vous opposer. Mais ne vous laissez pas faire et appuyez-vous sur vos élus locaux aussi. On est là pour ça. C'est sûr que sinon c'est la mort du centre-ville, hein. Ah mais c'est clair. Mais c'est clair.
Et ça bénéficiera à qui? Puis le collectif, il va, si on arrive à s'entendre, il va peser sur la menace. Bon, bah, vous nous jugulez, bah, tant pis, on va fermer toutes nos enseignes, on va fermer tous nos magasins. À mon avis, le collectif, quand on voit à la vitesse où le Premier ministre a été obligé d'intervenir, quand même. Moi, j'ai pris c'est le premier arrêté, je crois que c'est le maire de Mutzen, qui est député, je crois, qui l'a pris par le biais. Et à Mutzen, il y a un magasin Pro et compagnie, j'en ai un à Bonneval. Le magasin m'a dit, Joël, tu fais pareil pour nous? Ben, j'ai dit, attends, c'est quoi que tu parles? Donc, aussitôt, je l'ai pris. Mais quand on voit la vitesse que ça a été, je pense que s'il y avait un collectif, ça irait très vite. Il y aurait beaucoup de monde. Et quand on voit les réseaux sociaux, le nombre de personnes... Moi, pour l'instant, j'en suis à 1500, moi. En peu de temps, 1500, on peut relancer en disant, bah, écoutez, on lance un collectif, aidez-nous. Monsieur tout le monde. Hein. Appelez Ménard. Au niveau national, il faudrait faut se raccrocher aux fédérations de commerçants. Et que les fédérations, après, aillent voir, par exemple, l'association des élus, les maires de France, il y a les maires ruraux, il y en a 2. C'est pas compliqué, hein, d'aller voir les 2 puis dire, est-ce que vous êtes derrière nous? Je pense qu'ils ne refuseraient pas, puisque là, ils sont montés au créneau. Il faut faire la fédération des fédérations françaises. Oui. Mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. Mais vous savez, autant nous, on est... mais on n'est pas sur le terrain. Oui, nous, on est d'horribles Parisiens tous les deux. Mais on est scandalisés. Moi, je suis du Sud-Ouest, alors si vous voulez, c'est. Mais il y a certains Parisiens qu'on n'aime pas, mais qu'on aime bien quand même. Oui. D'autant plus qu'on a une grosse clientèle parisienne. Alors on les aime quand même. C'est pas bon. Si vous m'écoutiez, je serais. Bref. Mais donc, il faut vraiment que vous vous organisiez, que ce soit un mouvement, comme dirait Onfray, girondin. Il faut que vous montiez un mouvement girondin, voilà. Ok. Ok, monsieur le maire. Moi, je suis prêt à vous suivre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'était passionnant. En plus, monsieur Macron ne pourrait être d'accord. Monsieur Macron ne pourrait être que d'accord, puisqu'il fait que des éloges des maires pendant le Covid. On est les meilleurs, on est les plus beaux, mais on ne nous écoute pas. Alors voilà. Mais le gouvernement En Marche à l'arrêt, il va falloir redémarrer la locomotive. Il faut lancer le mouvement. Il faut qu'ils aient peur. Il faut que vous changiez il faut que la peur change de camp. Il faut procéder à la menace. Pour moi, ils ont eu peur pour que le Premier ministre intervienne entre vendredi, il a pris la parole hier, lundi, un week-end, je peux vous dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Hein. Mais c'est quoi la marche au-dessus? Qu'est-ce qui va les menacer le plus? Ah bah s'il y a un collectif et puis après qu'on essaye de débouter, voilà. Et puis vous savez, quand vous avez les élus, puis la population, les commerçants, puis que derrière les commerçants, s'il y a la population, ils ont quand même vécu les gilets jaunes. On n'a pas envie de le revoir. Hein. Moi, j'ai pas envie de le revoir parce que même vous non plus, les commerçants, je suppose. Ah bah, je peux vous dire que les gilets jaunes, là, ils sont prêts à recommencer pour nous soutenir. Ce qui est quand même une grande aberration parce que les gilets jaunes nous ont fait du mal, nous, commerçants. Mais là, ils sont prêts à nous soutenir. Le but, c'est pas d'embêter les gens, c'est de faire comprendre à nos gouvernants qu'on peut revenir sur une décision. C'est quand même pas compliqué, hein. Ben voilà, c'est pas compliqué, mais avec eux, c'est impossible. Parce que tous dans le secteur privé, vous êtes tous dans le secteur privé, j'y ai été toute ma vie. Qu'est-ce que c'est qu'un bon gérant, quelqu'un qui fait son boulot bien? C'est le gars qui s'est rendu compte qu'il a fait une boulette et qui fait machine arrière. Moi, tous les bons types du secteur privé, c'était le gars qui corrigeait ses erreurs tant qu'il était temps encore. Tandis que le secteur public, ils font des erreurs monstrueuses et ils ne se corrigent jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va jusqu'à la fin des temps parce qu'ils ne sont pas de peau dans le jeu eux-mêmes. Ils sont pas en risque. On essaie de nous détourner le regard, en fait, et à jeter la problématique sur nous, sur la population, sur les commerçants, alors qu'en fait, la vraie problématique, c'est leur incapacité à gérer le système hospitalier, en fait. Mais voilà. Voilà, en fait, il faut juste regarder dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'il faut accuser, finalement, c'est ça. Il faut attaquer la problématique qu'ils ont fait la réforme de l'hôpital, l'ingérence. Il y a maintenant beaucoup plus de personnel administratif dans les hôpitaux. De payer les médecins, de payer les soignants, de payer, il y a 30 ans, d'ouvrir des lits. Ils ont embauché plein d'énarques et ils ont viré plein de docteurs. Et on est mal soignés. Ça vous étonne? Non, mais rien n'a été fait depuis le mois de mars, quand même. Ils auraient pu... Je crois qu'ils s'y attendaient pas du tout au reconfinement. Hein. Ils ont absolument pas préparé. Et la problématique, elle est bien là, en fait. Et ce qu'il faut attaquer, c'est ça.
C'est ça? Parce qu'en fait, on essaie de nous faire regarder vers la population et vers les commerces. Finalement, c'est la politique de l'autruche, quoi. Et voilà. On dit regardez là, alors que c'est eux qui sont coupables. Regardez là, regardez là. Oui, eh bien, exactement. Donc, il faut arrêter de faire les moutons de panurge et puis il faut se tourner vers... et il faut le rendre... Voilà, en tout cas... Je vous orienterai, en tout cas, quoi qu'il en soit. Voilà. Ben, j'étais... Donc, ça s'appelle comment, là, si on les attaque et qu'on les met au pied du mur pour... Bah, c'est faire un recours contre leur décret qui impose le confinement. Ça peut être un recours contre les arrêtés préfectoraux aussi qui sont pris, ça peut être, voilà, il faut multiplier les attaques de tous les côtés, sur les arrêtés de chaque préfet et sur le décret évidemment. Et peut-on mettre en cause du coup leur incapacité à gérer, leur inefficacité à manager les équipes hospitalières? C'est leur responsabilité politique qui devra jouer normalement. Après, il y a toujours la responsabilité pénale des politiques, mais est-ce que c'est une bonne chose pour leur foutre encore plus la frousse et qu'ils aient encore plus peur d'agir? Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. C'est ça qu'ils craignent. Donc c'est peut-être ça qu'il faut mettre en... Pour faire avancer les choses, il aurait fallu que les présidentielles soient dans 1 mois. Ah oui. Ça aurait été beaucoup plus vite, les commerces auraient été ouverts. Voilà. C'est clair. Eh ben... Bon, il y a du boulot sur la planche. Merci beaucoup, on a du boulot.